Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et les vraies voix qui font avancer la France, les citoyens, le travail au quotidien, l'engagement sur le terrain, et c'est tous les lundis de 19h à 20h. Et aujourd'hui, à 3 jours du lancement officiel du CNR, le fameux Conseil national de la refondation, présidé par François Bayrou et imaginé en juin dernier par Emmanuel Macron avant les législatives, ce CNR suscite autant de polémiques au sein de la classe politique que chez les citoyens. Et justement, ma chère Cécile, ce CNR est-il un machin de plus, un énième comité Théodule ou Théodore ou Théophraste, comme vous voulez, après la Convention citoyenne sur le climat? Va-t-il servir à quelque chose, ou les archives iront-elles dormir dans les préfectures, comme lors du grand débat lancé lors du mouvement des Gilets jaunes? On va se le dire franchement à 19h05, parlons vrai. Savez-vous vraiment ce que c'est ce CNR? Ça flotte un peu même pour nous. On va essayer de tout comprendre avec nos vraies voix citoyennes. Et vous, au 0826 300 300. Avec nous, Aurélie Gros, coprésidente du G500 citoyen. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile. Bonsoir avec Stéphane Pellet, qui est coprésident du G500. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Armel, avec un L à la fin, ouais. Le cofondateur de l'ONG Démocratie Ouverte et porte-parole de la démocratie d'abord. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. Avec plaisir. Et Vincent Legroux, responsable du ministère des Citoyens. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous pour cette invitation. Dites-moi Philippe, l'acronyme CNR, ça vous rappelle quelque chose? Oui, mais alors, j'étais pas franchement né, vous non plus. Ça me rappelle le Conseil national de la résistance. Et on écoute un extrait. Le général de Gaulle va parler à la France. Et Paris tout entier l'écoute et l'entend, groupé autour des haut-parleurs qui vont porter la voix désormais familière à la ville tout entière, au pays et au monde. La France, elle veut faire que dans tous les cas, l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. Vous en rappelez, Stéphane Pellet, vous étiez à Paris le 25 août 1944 devant l'hôtel de ville lorsque le général de Gaulle a dit Paris libéré. Paris libéré, mais... Paris outragé. Je vous fais vraiment cette impression-là? Non, oui. Mais reconnaissez quand même, c'est magnifique cette phrase. L'intérêt particulier cède devant l'intérêt général. J'allais dire presque Karl Marx sort de ce corps, parce que le général rajoute que donc tous les moyens doivent être pour non pas les particuliers, mais pour toute la nation. Donc c'est magnifique, et c'est ça le message du CNR. Vous vous souvenez, fondé pendant la Résistance, avec à sa tête à l'époque Jean Moulin, malheureusement qui va être torturé et qui décédera. Non, c'est François Bayrou. Justement, est-ce que c'est un peu flou tout ça? On a l'impression que c'est une superposition de comités. On l'avait dit en préambule avec Philippe David. Décidément, qu'est-ce que c'est? Il faut s'attendre à quoi finalement? Qu'est-ce que c'est que ce CNR, Stéphane Pellet? Alors, le CNR, c'est donc en effet un clin d'œil, c'est ça qui est embêtant, parce que le président le dit comme ça, mais peut-être ce que je peux faire, c'est qu'en 3 mots, je vous lis ce qu'il disait dans sa déclaration du mois de juin. Puis peut-être qu'Aurélie Gros nous racontera d'ailleurs les circonstances de cette déclaration qu'il fait, pour ainsi dire, à Marseille, un peu dans notre dos d'ailleurs. Oui, c'était concomitant. Pendant le sommet, Sud Radio était là. Il dit, j'ai porté 5 objectifs. Il faut dire qu'à l'époque, il ne sait pas encore quel sera le résultat des élections législatives. Je veux un Conseil national de la refondation avec les forces politiques, économiques, sociales, associatives, les élus du territoire, des citoyens tirés au sort, tout ça pour que la nation réfléchisse à ses grandes priorités. Et il dit, je le lancerai moi-même. Il demandera à la Première ministre de faire vivre tout ça, et il veut des rendez-vous réguliers. Donc vous voyez, c'est dès le départ, il veut tout le monde autour de lui. Et il a une phrase exceptionnelle qui, en fait, se retourne malheureusement un petit peu contre lui. Il dit, les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. Ils ont plus de bon sens que les circulaires. Paris doit être au service du terrain. C'est pas du football. Hein. Et donc, évidemment, la première chose qu'on se dit, mais comment, pour lancer ça, n'a pas eu-il l'idée d'aller dans les territoires et de faire remonter cette préparation de cette façon? Et pourquoi s'est-il adressé une fois de plus aux partis, aux syndicats et aux parlementaires? Justement, Aurélie Gros, oui, c'est la promesse d'une nouvelle méthode qui a fait, Jacques Chirac disait pchit, là c'est flop.
Elle a fait flop, mais je pense qu'il faut revenir beaucoup plus en arrière. Il faut revenir d'ailleurs au précédent quinquennat d'Emmanuel Macron. On revient à sa promesse, sa grande marche, cet événement où il expliquait qu'il allait faire monter... La longue marche était plutôt Mao Tse-tung. C'est ça, exactement. Il faut revenir aux Gilets jaunes, où les Gilets jaunes réclamaient d'être beaucoup plus entendus. Et Emmanuel Macron s'est débattu pendant tout son précédent quinquennat pour faire sortir quelque chose. Et nous, on a été les premiers à réclamer. On a été reçus de nombreuses fois par de nombreux ministres. Il y a eu la transformation du Conseil économique et social en Conseil de la participation citoyenne. Il y a eu des débuts de signes qui ont été faits. Il y a eu la Convention pour le climat, il y a eu le grand débat. Donc tout cela, ça a été des amorces que Emmanuel Macron a faites à ce moment-là, mais qui ne sont jamais allées jusqu'au bout. Et pour revenir sur l'histoire de Marseille, lorsque nous avons lancé ce sommet citoyen en pleine élection législative, Sud Radio y était partenaire. Nous avons voulu justement le lancer à ce moment-là pour demander clairement aux politiques, aux ministres en place avec cette nouvelle élection d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'ils étaient prêts à lâcher pour les citoyens. Et le 2 juin, nous ouvrions le premier sommet citoyen de France. C'est la première fois qu'il y avait une organisation comme celle-là à Marseille, qui s'ouvrait avec de nombreuses associations. Armelle en faisait partie. Le président est venu à Marseille ce jour-là. Le président ne nous a pas reçus. Ouais. On a été reçus dans un petit bureau à côté, à 100 mètres du président, par les conseillers du président qui nous ont écoutés, qui nous ont dit que c'était longuement, que c'était très bien. On leur a expliqué que c'était une nouvelle méthode, que le ministère des Citoyens, c'était pas un ministère en tant que tel, mais que c'était une méthode qu'il fallait appliquer aux futures réformes qui allaient rythmer la vie de notre pays, que la France ne pouvait plus être dirigée par le haut. Et nous avons eu la réponse du berger à la bergère, effectivement, le 4 juin dans la PQR, où il expliquait que les Français en avaient marre de tout ça et qu'il fallait inventer et qu'il allait proposer cette invention du CNR. Mais justement, c'est pour ça que j'en reviens. Qu'est-ce que c'est en fait? On attend quoi de ce CNR? Parce que vous l'avez dit, on a entre les débats, les citoyens, les trucs, je pense que ceux qui nous écoutent sont complètement perdus, comme nous, en disant, mais finalement, est-ce que ça annule tout ce qui a été fait avant? Est-ce que c'est en plus? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que c'est un fourre-tout? C'est quoi en fait? L'impression qu'on a, c'est vraiment que aujourd'hui, c'est quelque chose en plus. Je pense que c'est ce que ressentent les Français. On a du mal à comprendre, puisque dans les déclarations d'Emmanuel Macron originelle, c'était de créer un espace de dialogue. Dans les propositions qui ont été faites par de nombreuses associations, c'était que des associations, des collectifs puissent participer à cet espace de dialogue. Or, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? C'est que, François Bayrou est nommé secrétaire général, donc comme signe... Alors qu'il est déjà commissaire au plan. Exactement, comme signe politique, même vis-à-vis de la population. Je pense que c'est pas une super ouverture. Il aurait fallu quoi, un super citoyen pour vous? Peut-être un super citoyen. Oui. Pourquoi pas une association, un collectif, des personnes engagées, peut-être personne d'ailleurs, c'est pas le problème. Mais je pense que les signes qui ont été envoyés, forcément étaient relativement flous, et on en arrive à une bataille politique, ce que détestent les Français, c'est pour ça qu'ils vont plus voter. Et résultat, je pense qu'on va encore perdre de nombreux Français dans les urnes. Ils vont plus se déplacer. Ils sont déjà perdus. Ils sont perdus, mais je pense qu'il y en aura d'autres qui n'iront plus non plus. Justement, Armelle Lecause commençait par CNR, comme Jean Moulin, la Résistance, et que la politique s'est faite symbole. Est-ce que c'est pas quand même un peu pompeux? C'est pompeux, et moi je trouve que c'est un gâchis formidable, parce que on s'appuie sur un symbole qui est très fort. À la limite, si ça avait été pour lancer vraiment une initiative très forte, pourquoi pas, on peut passer le lien à ces symboles de notre histoire auquel on est attaché. Mais là, ça sent quand même un peu mauvais. Nous-mêmes, on est une association, une ONG, sûrement une des plus importantes sur les questions de démocratie. On regroupe tout un tas de ce que nous on appelle des innovateurs démocratiques. Ça fait 10 ans qu'on existe, qu'on parcourt tous les territoires pour tester plein de nouvelles manières de faire, plein d'approches. Donc, en fait, en termes de nouvelles méthodes, il y a plein de choses qui peuvent être faites, et on n'a même pas été consulté pour construire ce CNR, ni nous, Démocratie Ouverte, ni les amis du G500, ni les membres de... Voilà. Et du coup, on ne sait même pas ce que c'est. Donc, évidemment, moi, je comprends ceux qui claquent la porte aujourd'hui dans les partis politiques, dans les syndicats, en disant, mais en fait, il n'y a pas de règle du jeu, donc évidemment, on ne vient pas jouer. Mais est-ce qu'il aurait fallu du politique dedans, justement? Est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce que finalement
personne ne sait à qui ça s'adresse réellement. Est-ce qu'il ne fallait pas mettre la politique à l'extérieur et de ne prendre que la citoyenneté? Mais moi, je trouve que le parti pris de se dire on va mettre tout le monde autour d'une table et on va dialoguer, il est plutôt bon. Et c'est pour ça que dans les déclarations qui ont eu lieu avant l'été, finalement, il y avait des bons signaux. Sauf que... Mais pour ça, il faut comprendre le terrain. C'est ce que je voulais dire avec ma question. Il faut comprendre le terrain et ce qu'il faut, c'est un lien direct à la décision. Il faut s'assurer que ce truc-là va servir à quelque chose. Et nous, on l'a vu, on était à l'origine de la Convention citoyenne pour le climat, on l'a imaginé, on l'a accompagné. Et tout ce processus-là était une vraie innovation démocratique jusqu'à la fin où finalement cette promesse de reprendre sans filtre les propositions n'a pas été tenue. Et donc on s'est fait avoir une fois, on se fait avoir 2 fois peut-être avec le grand débat. Et là, les Français, mais même les organisations de la société civile se disent mais non, on va pas rejouer ce jeu-là. On a l'impression d'un déjà-vu où à chaque fois, il n'y a pas d'impact réel sur la décision finale. Vincent Legroux, vous n'êtes pas du même coin, vous êtes de la Drôme, vous êtes dans les Hauts-de-France, vous êtes d'accord avec l'approche d'Armelle Lecause? Alors moi, je serais peut-être un peu plus critique. Moi, je pense qu'on a l'impression de se foutre de nous, quoi. On a l'impression vraiment qu'on continue à décevoir, on continue à ne pas écouter les citoyens qui tous les jours rencontrent des difficultés. Cessons. Bon, je trouve ça très bien d'avoir invité la totalité des partis, des syndicats, mais encore une fois, les vrais gens, si je peux me permettre entre guillemets, les vrais gens, c'est nous, c'est les mouvements citoyens comme Aurélie, et c'est la France vraiment. Et je veux dire, on n'a rien compris. Alors ne soyons pas surpris des résultats aujourd'hui dans les urnes. Si on continue de cette façon, moi je suis très inquiet. J'aime mon pays et quand je vois dans l'état dans lequel il est, dans lequel aujourd'hui les gens que je croise, les jeunes et les moins jeunes, je veux dire, on est en train de faire de décevoir et de continuer à décevoir sans cesse. Moi, je suis très inquiet, vraiment. Eh ben, restez avec nous. On revient dans un instant justement avec CVV citoyen. Voilà, 0826 300 Vous êtes citoyenne, vous, ma chère Cécile? Comme tout le monde, vous savez, je suis une citoyenne. Oh, mais vous avec êtes des exemplaire. engagements. Ah oui. Non, vous avez raison. C'est exemplaire. Je flatte ou je dis la vérité? Vous voulez nous appeler 0826 300 300. Qu'avez-vous compris, vous, de ce CNR? Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Est-ce que vous voulez apporter vos idées? Est-ce que vous pensez qu'effectivement la citoyenneté doit être au cœur de ce nouveau CNR, comme on dit, voilà, de la refondation? De quoi parle-t-on quand on parle de refondation? 0826 300 300. Vous attendez au standard, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Ah bah là, on peut pas être plus dans le citoyen, hein. Vous, avec le G500, là, avec nos invités, on va parler de ce Et je vous le répète, conseil... vous êtes une citoyenne d'élite. Absolument, oui. J'aime bien quand vous me parlez comme ça, Philippe, David. J'aime bien. Super élite. Oui, c'est ça. Ouais. Vous en voulez une couche de plus? Non, ça ira, je vous remercie. Gardez-en pour demain, Philippe, on ne sait jamais. Le Conseil national de la refondation, qu'est-ce que ça veut dire? Pour qui? C'est à destination de qui? Qu'est-ce qu'il faut en ressortir? On en parle ce soir avec Stéphane Pellet, co-président du G500, et aussi avec Aurélie Gros, co-présidente du G500, Armelle Lecause, qui est cofondateur de l'ONG Démocratie Ouverte pour le porte-parole de la démocratie d'abord, et Vincent Legroux, responsable du ministère des Citoyens. On va revenir avec vous, Armelle Lecause. Finalement, on n'a pas vraiment compris ce que ça voulait dire, ce Conseil national de la refondation, mais qu'est-ce qu'on pouvait attendre? Est-ce que c'était pas l'occasion pour vous, justement, d'avoir des vrais débats, de discuter avec des politiques, avec des syndicats, et de faire remonter des informations du terrain? Parce que là, personne veut y aller. Vous voulez y aller, mais les autres veulent pas. Et on n'est même pas sûr de vouloir y aller. Mais non, ce qui est sûr, c'est que le premier truc qu'on pouvait attendre d'un Conseil national de la refondation, c'est d'avoir des citoyens qui soient autour de la table, des citoyens tirés au sort. Ça avait été même dans les annonces, et pour l'instant, on n'en a pas entendu parler. J'ai l'impression qu'il n'y aura aucun citoyen tiré au sort. Donc... Mais pardon, je vous coupe. On dit toujours que les citoyens tirés au sort sont des gens qui ne travaillent pas et qui ont le temps. Est-ce que ça aussi, c'est pas un problème? Alors, on me dit non, on me dit... tout dépend. Non, parce que l'image, je pourrais presque prendre la voix de Philippe Bilger, mais j'y arriverai pas, pour vous dire que c'est la même image que les jurés d'assises. Ouais. À un moment, vous recevez une lettre et on vous dit, il faut y aller. Et il faut y aller, on suspend son travail, on a une indemnité. Les patrons sont obligés de libérer les personnes, donc c'est valable pour tout le monde. On peut être retraité, chômeur ou très très actif et devenir citoyen tiré au sort. Ce Stéphane Pellet est très sympathique de me citer en direct à l'antenne.
Armel. Oui, mais c'est ça. Du coup, si on prend l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, il y avait monsieur, madame, tout le monde. On avait la France en miniature. Et en effet, le fait de les rétribuer, le fait d'aller les chercher partout, on a des gens qui viennent de partout. Alors, on ne vient pas les obliger avec un policier qui vient chercher la personne chez elle pour qu'elle vienne participer. Évidemment, ça reste sur du volontariat une fois qu'on a été tiré au sort. Mais si on compare à des représentants de grosses organisations déjà qui ont leur ronde serviette au ministère, ou si on compare à des députés ou des élus de la République, malgré tout le respect que j'ai pour les élus, clairement on a une représentativité beaucoup plus forte avec le tirage au sort qu'avec l'élection. Donc déjà la première chose qu'on peut attendre d'un Conseil national de la refondation, c'est d'avoir tout le monde autour de la table. C'est ça. Et la deuxième chose, c'est de poser ça sent le sapin. Là ça sent un peu le sapin. Non mais le problème c'est que du coup, Sapin est pas dedans. on ne sait pas, on va peut-être avoir des surprises sur qui sera autour de la table. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on a finalement dans les organisations, le Sénat a dit non, les parlementaires, les partis politiques ont dit non. Il n'y a pas de citoyens tirés au sort, donc finalement, on a presque un Conseil économique, social et environnemental bis, c'est-à-dire qu'on a déjà une instance qui existe, qui va être là. C'est ça la question en fait. Mais justement, moi je me pose une question. Vincent Legroux, vous êtes un ancien Bridgestone à Béthune. Quelque part, est-ce que on se souvient de la Convention citoyenne pour le climat, où on a pris des gens qui, théoriquement, et même en pratique, a priori, ne connaissaient rien à l'écologie, mais on les a formatés pour leur apprendre ce qu'ils voulaient, ce qu'on voulait qu'ils disent. D'accord ? Je vais vous dire, dans la refondation... Ça, c'est vous qui le dites, hein, Philippe. J'extrapole. Voilà. Ouais, moi, je ne suis pas complètement d'accord. Mais si vous prenez des gens pour prendre des décisions économiques et que vous les faites former par des économistes de la France Insoumise ou par des économistes de l'IFRAP, ils vont pas avoir totalement la même idée de la dépense publique. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ce type de comité, Vincent Legroux ? Dans tous les cas, pour parler de Bridgestone, quelle catastrophe, mais surtout quel dommage qu'on n'ait pas pris le temps quand on a les premières alertes avec les différents, l'intersyndicale, mais aussi les salariés de l'entreprise. C'est qu'il y avait des signes, inquiétants qui démontraient que Bridgestone était en train de partir dès l'acquisition d'une usine à Poznań en Pologne. On sentait bien, et personne n'a pris la mesure de la situation. Quand moi j'alerte... Excusez-moi, toujours dans les Hauts-de-France, un peu comme Whirlpool et Goodyear Amiens. Hein. Et oui, mais attendez, prenez le temps de regarder. Regardez ce qui se passe à la cristallerie d'Arc. Oui. Regardez ce qui se passe à la cristallerie d'Arc. Moi, j'ai été alerté aujourd'hui. Je veux dire, alors que la cristallerie d'Arc, c'est encore différent de Bridge, parce que Bridgestone n'ont pas eu d'argent pendant pour essayer de les maintenir. Par contre, la cristallerie d'Arc et pardonnez-moi, mais ce terme est sous perfusion depuis des années où Elisabeth Borne est déjà venue sur place il y a quelques mois. Je veux dire, aujourd'hui, ils vont chômer. Je veux dire, on va avoir un bis répétiteur de Bridgestone pour la cristallerie d'Arc, avec des milliers d'emplois encore à la clé dans les Hauts-de-France qui sont en péril. Donc là aussi, il aurait fallu peut-être prendre le temps d'écouter les gens qui bossent tous les jours, encore une fois. Vincent Legroux, je crois que votre expérience, elle est très intéressante pour une chose, c'est que les ouvriers, en fait, s'étaient réunis depuis longtemps, travaillaient sur quelles étaient les nouvelles tailles de pneus adaptées aux nouveaux modèles de voitures, enfin bref, ils avaient bossé, quelle machine il fallait. Or, les dirigeants, eux, sont des gens qui venaient d'Europe, de Paris, qui étaient faits dans des grandes écoles, éventuellement de commerce, etc., et qui n'ont pas pris le temps, justement, d'écouter, et qui, à un moment, se sont retrouvés dans des actionnaires qui ont exigé une certaine rentabilité, et qui, à un moment, n'ont pas hésité, finalement, à fermer sans avoir écouté. Et ils n'ont pas hésité à prendre l'argent public, au passage. C'est vrai. Oui. Exactement. Et en Je plus, le précise. C'est tout à fait vrai. C'est l'exemple d'un fonctionnement, là on est sur le terrain économique, où il faudrait absolument que ça change, et que notamment peut-être le conseil, pas le conseil de la refondation, mais le conseil qui dirige des grandes entreprises comme ça, intègre beaucoup mieux ceux qui y travaillent. Quoi. Restez avec nous, c'est la suite des VV citoyennes dans quelques instants sur ce Conseil national de la refondation. Est-ce que vous trouvez, comme certains qui pensent que c'est un scandale, est-ce que vous pensez que forcément il faut à un moment donné trouver des thématiques? Est-ce qu'il faut tout le monde autour de la table? Est-ce que vous trouvez normal que les citoyens, certaines associations ne soient pas conviés à ce Conseil national? Est-ce que c'est normal aussi que François Bayrou soit secrétaire général? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu un citoyen? 0826 300 300 vous attend au standard avec nos invités. Ils sont remontés comme des pendules, je vous préviens. À tout de suite. Comme des coucous français.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Ils sont toujours avec nous, bien entendu. Et Ils sont venus, ils sont tous là. et ils reviendront la semaine prochaine, parce que vous savez, c'est tous les lundis, la citoyenneté. La citoyenneté, non. La citoyenneté, non, mais c'était parfait. Ah bah, je l'ai bien dit, bien dit. Oui. Absolument. 19h31, on parle de ce Conseil national de la refondation avec nos invités et toujours avec nous Armel Lecos, qui est cofondateur de l'ONG Démocratie ouverte et porte-parole de la démocratie. Juste avant de présenter nos invités, finalement, Armel, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, on en parlait tout à l'heure avec Vincent Legroux, c'est ça, Legroux, et on parlait de Bridgestone, est-ce qu'il n'aurait pas fallu un conseil avec des thématiques claires? Parce que là, ça part dans tous les sens, on ne sait pas, c'est dans 2 jours, enfin c'est jeudi, on ne sait pas du tout où on en est, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, alors peut-être que Aurélie nous dira que c'est ce qu'il veut faire plus tard, mais là on ne sait pas, est-ce qu'on n'aurait pas dû tout de suite prendre une thématique? C'est sûr que si c'est pour traiter de tout en même temps, ça va créer encore plus de flou. Après, attendons aussi dans 2 jours, c'est-à-dire que pour l'instant, on parle aussi de quelque chose qui n'a pas encore été lancé, c'est le lancement. Moi, j'aurais aimé qu'on ait les infos en amont et qu'on soit associé Démocratie ouverte à la construction de cette nouvelle méthode. Ça n'a pas été le cas, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas ce qui est dans les tuyaux, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils veuillent traiter de tout en même temps. Il y a des chances qu'ils fassent un gros sujet puis un autre. Des infos que j'ai, ça sera probablement la santé, peut-être l'école ensuite, et du coup, ça risque d'être le cas. Mais si jamais c'est pour traiter un sujet avec les mêmes personnes, un peu de la même manière qu'avant, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, si c'est pour faire un lien direct à la décision, pour peut-être déclencher un référendum sur tel ou tel sujet à la fin et donc intéresser les Français au sujet, si c'est pour aller chercher des citoyens tirés au sort pour y contribuer, là ça peut devenir intéressant, mais a priori ça part pas dans ce sens-là. Mais Aurélie Gros, juste une question, parce que je comprends que les gens n'aient pas envie d'y aller en fait. Je comprends que les syndicats veulent pas y aller, que les politiques veulent pas y aller, parce que si effectivement les associations citoyennes ne savent pas de quoi on va parler, pourquoi y aller en fait? Pourquoi y aller? Ça devient le Conseil national du refus. Il parle de sa nouvelle méthode, en fin de compte, c'est que du vieux, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux mêmes institutionnels, aux syndicats, il n'ouvre absolument pas sur la société civile, comme on l'a dit. Apparemment, des informations que j'ai, effectivement, après, il va traiter par sujet et réinviter d'autres personnes concernant la santé, concernant la justice. Mais c'est une machine énorme, et je rejoins Armel sur un CESE bis, parce qu'aujourd'hui, il fait une réunion du CESE bis. Conseil économique, social et environnemental. Pour les auditeurs. BIS, oui. Qui devait être transformé en Conseil de la participation citoyenne. Donc, si vous voulez, au milieu de toutes ces annonces, je comprends que les politiques voient en fin de compte quelque chose de relativement flou, une méthode pour avoir des coalitions sur certaines grandes lois qui devront sortir. Je pense qu'il s'adressait plus aux politiques qu'aux citoyens, et le citoyen ne se fait pas avoir et a bien compris qu'il était en train de se faire flouter et qu'il n'était pas au cœur du sujet. Vous aimez le Sud, Cécile? Oui. Parce qu'on va mettre le cap au Sud, direction Cavaillon. Bonsoir Thomas Brosset, vous êtes chirurgien justement à Cavaillon et cofondateur du collectif Santé en danger. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et on va encore plus au sud, direction Toulon. Bonsoir Laurent Sebag. Alors vous êtes cofondateur d'un collectif Amour de la justice. Absolument, et merci pour votre invitation, Philippe et Cécile. Avec grand plaisir. Alors on va commencer par la santé. C'est a priori une des priorités. Alors, je vais faire le vieux ringard, excusez-moi, ou le pisse-vinaigre, comme vous voulez. On a parlé tout à l'heure, il y avait eu le grand débat, où ça a fini dans les étagères des préfectures, ça a servi à rien. Le Ségur de la santé, ça a servi à quoi? Vaste question. Il reste sans voix. Thomas Brosset. Thomas Brosset. J'attendais la fin de la question. J'ai cru que vous aviez une extinction de voix comme Aurélie Gros. Je me suis dit c'est contagieux, mais bon. Je n'étais pas au même endroit. Ça ne nous regarde pas. Bonsoir Aurélie. Bonsoir à tous. Et merci pour l'invitation. Le Ségur, pardon. Effectivement, on en a parlé plusieurs fois et c'est vrai que pour en tout cas la partie soignant. Pour le social aussi, ça a accouché d'une souris et ça n'était certainement pas justement la grande refondation de la santé qu'on espérait. Et ça a fait beaucoup de frustration et le collectif auquel j'appartiens est né de ça. Du coup, si on doit revenir sur le Conseil national de la refondation, l'idée était magnifique. Nous, on est pour des états généraux de la santé où effectivement tous les acteurs du soin, du médical, du social interviendraient, mais aussi des associations de patients.
et au-delà des associations de patients, des usagers, les citoyens, donc ceux qui sont censés bénéficier de ce système et qui, fort heureusement, tout au long de l'année, n'en ont pas besoin et donc n'ont pas conscience des difficultés qu'on pourrait avoir lorsqu'on doit croiser le chemin, malheureusement, de l'hôpital, ce qui arrive à nous tous, au moins une fois, si ce n'est bien plus, dans une vie. Thomas Brosset, vous nous dites oui, le Ségur, ça n'a rien apporté. Vous pensez sincèrement que ce Conseil national de la refondation va porter ses fruits? Franchement, vous avez encore cet espoir? Il est présenté là, et je crois que Armel a utilisé un mot. Il ne faudrait pas que ça soit un immense gâchis. Mais en même temps, il y a ceux qui sont invités et qui n'y vont pas, ceux dont on ignore s'ils ont été invités, et des collectifs de citoyens qui visiblement ont envie de participer et qui n'ont certainement pas été contactés, alors qu'ils représentent très probablement une grande proportion de la population. Parce que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est représentatif de la population en France ? Au niveau des élus, bon, ok, c'est le Parlement, avec quand même beaucoup d'abstention. Mais après, si on parle des syndicats, tout ça, est-ce qu'on est réellement représenté? On n'est pas tous syndiqués, clairement. Et nous, dans le collectif, il y a énormément de gens qui nous ont rejoints parce que, justement, on n'était pas ce type d'organisation. Stéphane Pellet. Vous voyez, là, on touche au cœur d'une des questions, c'est la représentativité. Armel Lecause en parlait un petit peu tout à l'heure en disant qu'il était très respectueux du vote, mais que néanmoins, les citoyens tirés au sort, c'était une autre forme de représentativité. Est-ce que vous vous rendez compte que là, vous avez Armel Lecause, 100 associations et opérateurs sur la démocratie. Vous avez Thomas Brosset, 250 000 personnels, soignants et acteurs du secteur de la santé. Aurélie Gros et ses 30 000 adhérents et donc l'ensemble du G500, 500 000 sympathisants. Ce sont des chiffres très impressionnants et ils vont être de plus en plus. Tout à l'heure, on aura, j'espère, au téléphone Pierrick Couillot. Ils viennent de fédérer plus d'une cinquantaine d'associations dans le champ du handicap. Est-ce que vous savez combien il y a d'adhérents allez, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas citer un parti en particulier. Dans les partis politiques, c'est assez dramatique. Oui, ce que je veux dire, c'est que ce qui est au cœur de toute cette affaire-là, c'est justement une vraie bascule. Il se trouve que c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. On attend une liste depuis 10 jours. On nous dit un tel va pas venir, les syndicats vont pas venir, tel politique ne va pas venir. À aucun moment, on ne parle des associations, de l'associatif. À aucun moment. C'est-à-dire que ça devient plus, ce que vous disiez Aurélie Gros tout à l'heure, politique finalement que citoyen. C'est les personnes qui sont invitées qui ne correspondent pas à cette nouvelle méthode. C'est-à-dire qu'au lieu de s'adresser à cette nouvelle forme de citoyenneté qu'on voit apparaître sur tous les sujets en France, que ce soit sur la justice, la santé, le handicap ou la démocratie participative, on voit qu'il y a une montée de ces citoyens qui ne veulent pas s'investir dans des partis politiques, qui ne veulent pas forcément adhérer à un syndicat, et ces gens-là sont mis de côté. On choisit des associations du CESE, ce qui est très bien. Le CESE, c'est très bien, il n'y a pas de sujet sur le CESE, mais il faut aussi s'ouvrir sur cette nouvelle forme de citoyenneté, ce qu'attendent les Français. Justement, Laurent Sebag, qui vous nous avez rejoint, vous étiez avec nous d'ailleurs à Marseille dans Les Vraies Voix. Alors vous êtes cofondateur du collectif Amour de la Justice. Il y a 5 minutes, on parlait du Ségur de la santé. Qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose si on en croit Thomas Brosset. Vous avez eu des états généraux de la justice, bis repetita. À quoi ça a servi? Vous allez dire que je suis méchant. En tout cas, ça a servi dans un premier temps à poser la question aux citoyens de savoir ce qu'il avait à reprocher à la justice et en quoi, de ce point de vue, elle pourrait être améliorée. Ça a déjà ce mérite-là. Pour l'instant, malheureusement, c'est encore le seul. Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Parce que c'est ça aussi. Alors, je pense qu'une partie des citoyens ont été entendus. Ceux qui ont eu plus de mal à se faire entendre encore aujourd'hui et qui ont du mal à être convoqués autour d'une table pour mettre on va dire en musique le rapport et ses conclusions, ce sont les acteurs de terrain, les magistrats, les greffiers et l'ensemble des auxiliaires de justice qui œuvrent au quotidien dans le cadre d'un intérêt général partagé. Voilà, ceux-là effectivement n'ont pas eu encore vraiment voix au chapitre. Comme vous d'ailleurs. Après, en même temps, ces états généraux de la justice, si je peux me permettre, ils étaient un peu la chronique d'une mort annoncée, c'est-à-dire qu'ils arrivaient déjà d'un point de vue calendaire à un moment un peu critique.
Si on veut refonder les choses, on le fait quand on arrive et on le fait pas quand on part. Surtout quand l'ensemble de son passage a été consacré à de multiples réformes législatives, presque sans précédent d'ailleurs, puisque ça a été assez haletant comme rythme. Ah ça, on a tenté de réformer, ça c'est et donc clair. ces états généraux, eh bien, il fallait les faire. Ouais. Pierrick, à mon avis, il fallait les faire plutôt en début de mandature. Pierrick Corillo est avec nous. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, plutôt. Ancien collaborateur parlementaire et président de Handicap et République. Le handicap, un sujet très important. Est-ce que quand on voit l'état actuel des choses et quand on voit comment ça part, est-ce qu'on se dit on va faire comme les autres, vous savez quoi, on va boycotter? Est-ce que parfois on a des envies de boycotter ça tellement c'est ridicule? D'abord, nous, on n'a pas été conviés sur CNR. Oui. On était prêts à y aller. Je lance ce soir un appel au président de la République avec micro pour qu'on puisse y aller parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à refonder puisque l'essentiel de notre socle législatif date de 2005. Donc il y a des urgences auxquelles il faut répondre en matière d'éducation, en matière d'emploi, en matière d'accessibilité des infrastructures, de fracture numérique. Donc vraiment, on a des chantiers à ouvrir et il faut qu'on puisse les mettre sur la table. C'est une urgence. Ouais, mais est-ce que quand on n'est pas consulté, on peut rien préparer, il n'y a pas d'anticipation, est-ce que ça c'est pas un problème? Armel Lecos, est-ce que c'est pas un problème parce que finalement ça commence dans 3 jours, on ne sait pas du tout ce qu'il y aura. Vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez envoyer des courriers? Est-ce que vous allez vous lever la main en disant nous on a envie de parler, on a envie de venir? C'est quoi la méthode? Parce qu'à un moment donné, si on veut faire bouger la France, il faut tout le monde s'y mette. Alors, nous, on n'attend pas pour tester, expérimenter. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander l'autorisation. On le fait déjà avec plein de collectivités locales. On le fait. Je vais vous donner un exemple. On a un labo qui nous permet de mener des expérimentations. On teste des nouvelles manières de faire. On a bossé avec la mairie de Poitiers, par exemple. On a réussi à mettre autour d'une même table des élus, des agents du service public qui d'habitude sont plutôt dans un droit de réserve ou un devoir de réserve. Ils n'ont pas trop le droit de dire ce qu'ils pensent là. Ils étaient autour de la table pour dire ce qu'ils pensaient de la solution qu'on était en train de travailler ensemble. Des citoyens, des instances participatives, donc les associations, etc., et des citoyens tirés au sort. Et donc, on avait des gens de quartiers populaires, d'un peu partout. Et en fait, avec une méthode, parce qu'il y a le qui est autour de la table, il y a le qu'est-ce qu'on fait autour de cette table et comment est-ce qu'on décide? Quel est le processus? Quelle est la méthode qui est utilisée? Si jamais c'est pour écouter le maire ou le président de la République dire comment il pense avoir raison et juste se prendre quelques questions, c'est ça rare qu'il pense avoir tort en général. Et le problème est là. Le président de la République. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains réussissent à changer de posture et à se mettre justement dans une autre manière de faire, à être en écoute et à plutôt avoir une forme de... D'ailleurs, il y a des facilitateurs professionnels qui sont là pour faire accoucher le groupe d'une proposition commune où on est dans une forme de négociation. C'est pas le consensus mou, c'est vraiment on vient travailler des points qui semblent importants aux uns et aux autres et on arrive à quelque chose qui est commun et ensuite on a un engagement qui est porté devant un conseil municipal ou un conseil des ministres ou devant l'Assemblée nationale ou un référendum. Et cette méthode-là, elle est possible. Nous, on l'expérimente à une échelle locale et c'est d'autant plus frustrant du coup de voir qu'il y a des choses qui sont lancées comme un conseil national de refondation et qui ne s'inspirent pas de ces bonnes pratiques à une échelle locale. Eh ben écoutez, on va en parler dans quelques instants, la suite des vraies voix citoyennes. Il y a des idées ici, il y a des envies, il y a des engagements, il y a des gens sur le terrain, citoyens, en tout cas qui ont envie de discuter, d'en parler, de faire remonter des expertises et des expériences. On en parle bien sûr dans quelques instants. Vous voulez nous en parler? 0826 300 300 et espérons que cette émission saura faire élever le débat et déclenchera quelque chose dans 3 jours pour ce Conseil national de la refondation. En tout cas, on refonde ici sur Sud Radio jusqu'à 20h. À tout de suite. Et merci à tous de vous être déplacés avec nous. Stéphane Pellet, coprésident du G5 avec Aurélie Gros, coprésidente, elle, du G500, pardon. Armel Lecos, qui est cofondateur de l'ONG Démocratie Ouverte et porte-parole de la démocratie d'abord. Laurent Sebag, qui est président de la 21e chambre du tribunal judiciaire de Toulon et cofondateur de nombreux professionnels d'un collectif Amour de la justice. Bah dites donc. Et Thomas Brosset, chirurgien à Cavaillon, cofondateur du collectif Santé et Danger, qui compte 200 000 sympathisants. Et puis Pierrick Corillo, ancien collaborateur parlementaire et président de Handicap et République. Et Pierrick, avant de vous donner la parole, finalement, Stéphane Pellet, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Quelles sont les solutions? Et qu'est-ce qui a
derrière ce Conseil national de la refondation? Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui pointe que souhaite Emmanuel Macron? Alors, c'est pas un scoop ou c'est un scoop, on verra, mais moi je pense que ses collaborateurs lui ont dit, si tu veux faire, non, il le vous voit, pardon, Monsieur le Président, si vous voulez faire une belle réforme future des institutions, il faut que vous restiez encore, pour l'instant, dans le chemin de la Constitution. Le chemin de la Constitution, c'est les partis. C'est je ne sais plus quel article de la Constitution qui dit les partis politiques organisent la vie citoyenne, c'est eux. Donc c'est pour ça qu'il s'est pris les pieds dans le tapis. Il a écouté ses conseillers qui lui ont dit, première étape, tu fais un Conseil national de la refondation avec les partis, les syndicats, et ensuite, discrètement, avec la foule des citoyens dans les réunions, dans les territoires, tu vas lancer une réforme institutionnelle. Et d'ailleurs, c'est prévu. Il y a une commission, je ne sais plus comment elle s'appelle, transpartisane, qui est prévue. Et je crois que le grand rêve d'Emmanuel Macron, en fait, ça a l'air de rien, mais c'est d'aller vers une nouvelle constitution. Je ne sais pas quel numéro, mais je crois qu'après 5, c'est 6. Hein, c'est ça. Là, c'est mélenchoniste, carrément. Et je crois que de la proportionnelle, un nouveau rôle pour les citoyens, un découpage, un lien avec les collectivités différentes, de la fiscalité pour les collectivités, enfin, etc. Une réforme complète des institutions, et je pense que c'est ça son rêve. Mais simplement, il a été ramené à la réalité. C'est pour ça que l'interview du 2 juin, c'est intéressant, parce que c'est plus du tout la même chose qu'au mois de septembre. Il a été ramené à la réalité par une chose extraordinaire, c'est que le système des législatives, qui est pourtant pour un vote, qui est un vote à la majorité, a abouti à un système quasiment à la proportionnelle. C'est ça. Et donc c'est très difficile de diriger un pays comme ça. Pierrick Corillo, président de Handicap et République, est-ce que c'est finalement pas, c'est pas les associations qui doivent se mettre au service des politiques, mais plutôt les politiques qui doivent se mettre au service des sujets des associations? Je crois que c'est les deux. Nous, on a eu une démarche qui a consisté à travailler pendant plus de 12 mois. On a sorti 85 propositions. Vous avez aujourd'hui 3 urgences. Une urgence éducative. Il faut qu'on aille vers une palette de réponses et pas uniquement une scolarisation en école de quartier. Il faut qu'on pense des choses qui sortent des cadres en associant les professionnels de santé, les professionnels du médico-social, du secteur de l'accompagnement. Donc là, il y a une première réforme éducative à faire. La deuxième, elle est sur une revalorisation des leviers de compensation du handicap pour diminuer les restes à charge face à la crise de pouvoir d'achat que vivent les personnes handicapées. Et puis enfin, troisième point, il faut qu'on aille vers une réforme qui permette la mise en accessibilité de nos infrastructures. Et là, avec les Jeux de Paris 2024, on a une formidable opportunité. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Vraiment, on a de beaux défis devant nous. Il faut qu'on les relève, d'autant que le système de santé va craquer. Nos petits copains du collectif Santé en danger le disent. Donc, on a vraiment une globalité de sujets. Il faut qu'on repense le tout et qu'on puisse aller vers un financement global des défis autonomie, handicap, à la hauteur des besoins. Et ce serait peut-être intéressant de parler de ce changement de décision, de la déconjugalisation de l'AAH, oui. Parce qu'au départ, on était quand même parti sur une opposition ferme du gouvernement, et cet été, c'est une unanimité complète. Donc je pense que ce serait intéressant de raconter d'où ça vient, parce que c'est souvent des propositions citoyennes qui font changer la vie des politiques. Mais vous avez eu un contact avec l'Élysée récemment ? C'est indiscret. J'adore. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai perdu ma voix. Oui. Est-ce que finalement, Laurent Sebag... Mais ils vont dire quoi à l'Élysée? Parce que là, ils nous donnent un scoop. Elle ne veut pas le dire. Bien sûr que si. L'Élysée a appelé sur le CNR. J'ai essayé de vous sauver la vie. Le Conseil national de la refondation, exactement. Il m'a regardé avec son petit air et je me suis dit quand même, je ne peux pas lui faire ça. C'est que la deuxième, on ne sait jamais. Il faudrait qu'il y en ait une troisième au moins. Effectivement, je suis assez d'accord avec l'analyse de Stéphane Pellet, puisque la grande préoccupation, c'est justement la refonte des institutions. Donc c'est là-dessus qu'ils veulent soi-disant positionner des associations comme nous. Ils m'ont expliqué que non, mais en Essonne, c'était pas la même chose. En Essonne, ce qui va se passer, c'est on met juste les gens autour de la table, on met juste les partis politiques, on essaie de discuter de la méthode, c'est un lancement et après on appellera les collectifs. En réalité, moi je reste persuadée que, ce que je disais tout à l'heure, les citoyens, ça ne les intéresse pas
beaucoup. À Marseille, ils avaient une formidable opportunité d'ouvrir à la limite le CNR, puisqu'ils annoncent ça au même moment. C'est-à-dire que vous avez un sommet citoyen, vous avez des collectifs, vous avez le handicap, la santé, la justice, la démocratie participative, et j'en passe. Il y a plus de 700 personnes, en fin de compte, sur l'ensemble de la manifestation qui ont participé, 700 représentants, donc 500 000 citoyens en tout en France, et ça n'intéresse pas. Donc je pense que c'est un coup politique, et ils essayent de s'assurer de la bonne volonté des gens comme nous, en nous passant des petits coups de fil amicaux. Mais moi, j'essaye de rester positif et de me dire qu'on peut peut-être changer les choses grâce au CNR qui est en fin de compte Sud Radio. Alors Laurence Sebag et Thomas Brosset pour la justice et la santé. Allez, en 45 secondes chacun, qu'est-ce que vous attendez ? Vas-y Laurent. Allez-y. Monsieur le juge. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Nous, tout d'abord, d'y être invités, parce que la justice a évidemment des revendications à poser sur la table qui n'ont éminemment pas été satisfaites dans le cadre des États généraux de la justice et qui ne le seront sans doute pas prochainement. Alors évidemment, elle a un certain nombre de sujets à poser sur la table à titre très personnel. L'association dont je porte le nom aujourd'hui a un certain nombre de propositions à faire, notamment axées principalement sur une véritable accession à l'indépendance du pouvoir politique pour mettre un terme enfin à cette crise de confiance avec le justiciable, mais aussi à retrouver des moyens de travailler et de pouvoir entendre sereinement ces justiciables avec humanité. Et ça dépend aussi des moyens qui lui sont donnés. Mais j'ai presque envie de dire d'une manière encore plus globale, et je vais aller très très vite, d'une manière plus globale, ce Conseil national de la refondation, à mon sens, il doit être l'occasion à tous ces services publics qui sont au carrefour de tous les enjeux majeurs mondiaux de pouvoir réfléchir ensemble aux solutions de demain, et notamment autour des catastrophes écologiques. Il se trouve qu'aussi bien la santé que l'éducation, que la justice, que les politiques environnementales vont devoir traiter chacune à leur niveau cette question-là, et on sera plus efficaces tous ensemble. Donc il est temps de penser à un schéma un peu global de ce point de vue-là. Eh bien écoutez, vous savez, on n'aura pas le temps pour Thomas Brosset, il portera plainte contre monsieur le juge. Voilà. C'est pas vrai. Bon, en tout cas, nous on dit la même chose, c'est-à-dire qu'au niveau des enjeux sanitaires de demain, c'est évidemment bien sûr l'écologie, et puis bien sûr la santé partout. En tout cas, en France et pour tous les citoyens. On vous redonnera bien entendu la parole sur Sud Radio. Vous savez que nous, si on peut aider la citoyenneté, les citoyens, en tout cas les gens qui s'engagent sur le terrain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Stéphane Pellet, merci Armel Lecos, merci beaucoup Aurélie Gros, et puis Vincent Legros qui était avec nous il y a quelques instants, ministère des Citoyens, Laurent Sebag, le collectif Amour de la Justice, Thomas Brosset qui était avec nous aussi, cofondateur du collectif Santé en danger et qui compte 200 000 sympathisants, ce qui n'est pas rien. Et Pierrick Corillo était avec nous, président de Handicap et République. Des sujets très importants, on continuera d'en parler. C'est tous les lundis, en tout cas, sur Sud Radio. On parle de citoyenneté et un autre citoyen qui chante bien. Le citoyen Cujus. Qu'est-ce qu'on l'aime. Voilà. Bonjour Yvan. C'est partagé. Bonjour les amis. Yvan. Voilà. Il vend de la musique. Il vend du vent et maintenant de la musique. C'est un peu plus cher la musique que le vent. En fait. Le vent, ça m'a rapporté que dalle, donc j'ai penché pour la musique. Vous avez bien raison. Avec qui sommes-nous ce soir ? Nous sommes avec un plateau encore magnifique, comme tous les soirs. Côté musique, il y a Dany Terreur qui va nous interpréter quelques titres de sa nouvelle aventure discographique. C'est pas mal. Voilà, Dany tout simplement. Et face à lui, c'est comme dans un combat, mais là c'est tout en affection et en amitié. Il s'appelle Bruno Puzzulu. Évidemment, vous le connaissez parce que le grand public le connaît, le suit tous les soirs. Voilà, sur TF1. Donc ici tout commence, mais c'est beaucoup plus que ça, Bruno. Et c'est notamment les Rital au théâtre Le Lucernaire jusqu'au 30 octobre, d'après le roman de François Cavana. On va bien s'amuser et bien se régaler. Je ne sais pas si Bruno chante. Oui, il chante Bruno. Il vous entend, il est là, Bruno. Bonsoir. Bonsoir Bruno, vous chantez ? Bonsoir Bruno. Oui. Bonsoir. J'ai mon deuxième album qui va sortir en février. Mais non, mais on m'a rien dit.
Il fait des reprises en plus. Les Méditerranéens ont des belles voix en général. Mais il peut en faire des fois. Il fait des blagues. Je vais sortir le piano. Je vais sortir le piano, Bruno. Attention. Allez, ça y est, le challenge est lancé. Amenez-moi le piano, s'il vous plaît. Et ben voilà. Amenez-moi. J'ai pensé la même chose. Au bout de la terre. Allez, attention. Restez avec nous, restez sur Sud Radio. Dans un instant, c'est le Loft Music avec Yvan Cujus et ses invités. Ensuite, c'est notre ami Jacques Pessis. Et demain matin, vous retrouvez Benjamin Glaise et le Grand Matin avec Patrick Roger. On vous souhaite une belle soirée sur Sud Radio.